Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir à ce webinaire santé. Je me présente, Patrice Goin. Je travaille à GRDF et j'ai en charge l'animation des marchés tertiaires sur la région Centre-Ouest, Bretagne, Pays de Loire, Centre-Val de Loire. Et je vais avoir le plaisir effectivement d'animer ce webinaire avec vous. Alors au sommaire, on a une grande partie qui sera notre plat de résistance, qui est bien sûr le décret tertiaire. Et on va rebalayer avec vous les points structurants de ce décret. Donc, c'est mon collègue Fabrice Naour qui vous présentera tout ça. En point d'orgue, on aura le témoignage de M. Vallet de Domusvie qui viendra partager avec vous ses réflexions sur le sujet. Et vous verrez que chez Domusvie, on est déjà bien avancé sur ce sujet-là aussi. Et on voulait aussi profiter de ce rendez-vous pour évoquer avec vous quelques points d'actualité. Et donc, il y a un premier point d'actualité qui nous tient à cœur, c'est celui qui concerne le développement des gaz verts et plus particulièrement de la méthanisation. Et donc, ce sera mon collègue Pascal Garçon qui viendra vous parler de tout ça. Et vous verrez que pour la bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà certains de vos sites, certainement, qui sont déjà alimentés en gaz vert. Et un autre sujet aussi qui nous semblait intéressant à évoquer avec vous, c'est celui qui concerne l'évolution de la réglementation sur le tri des biodéchets. Et je sais que sur certains sites, vous avez de la restauration collective. Donc ça, c'est un sujet que vous connaissez peut-être déjà, mais vous verrez que ce sujet-là avance quand même pas mal et il va devenir très, très structurant dans les mois et années à venir. Donc ça, c'est pour ça qu'on l'a rajouté. D'un point de vue pratique, alors, de manière à rendre le webinaire le plus interactif, le plus vivant possible, ce qu'on a prévu, c'est des temps d'échange, de questions-réponses à la fin de chacune des séquences. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur le fil de discussion. Bien sûr, je ne pense pas qu'on aura le temps de répondre à toutes vos questions, mais par contre, on peut prendre l'engagement de revenir vers vous pour vous apporter les réponses. Donc voilà, avant de démarrer, je propose peut-être un petit tour de table pour faire connaissance avec l'ensemble des intervenants et je reprendrai la parole juste après pour vous dire quelques mots sur le rôle de GRDF, la mission et la place du gaz dans le mix énergétique. Voilà, bon webinaire à tous. On peut peut-être commencer par toi, Fabrice. Oui, donc bonjour à toutes et tous, Fabrice Naour, moi je suis ingénieur efficacité énergétique donc sur la plaque Bretagne, Sarthe et Mayenne. Très bien, Pascal. Bonjour à toutes et à tous, Pascal Garçon, je suis responsable développement des gaz verts sur la région centre-ouest de GRDF. Monsieur Vallet. Bonjour à toutes et tous, Loïc Vallet, responsable maintenance groupe chez Domusvie, opérateur de maisons de retraite privées en France, utilisateur du réseau GRDF et donc client. Bonjour à tous, David Normand, responsable énergie sur la région centre-ouest. J'aurai le plaisir donc de poser vos questions aux participants. Très bien. Comme je vous disais, je vais reprendre donc le micro pour faire une petite introduction, donc vraiment rapide, pour vous parler du rôle de la mission de GRDF. Pourquoi? Parce que souvent on a des questions quand on est en rendez-vous, c'est pas toujours très très clair, donc on en profite quand on a des moments comme ça pour resituer un petit peu le rôle de GRDF et vous parler aussi de la place du gaz dans le mix énergétique. Et donc premier slide. Donc là, ce que vous avez de manière un peu simplifiée, là, vous avez un peu le positionnement des différents acteurs qu'on trouve un peu sur l'échiquier énergétique. D'un côté, le côté gauche, là, vous retrouvez effectivement les commercialisateurs, fournisseurs, opérateurs, plusieurs noms. Vous voyez qu'il y en a près de 70 aujourd'hui qui commercialisent donc le gaz. Certains sont sur le marché résidentiel, d'autres sont spécialisés en industrie, d'autres sont spécialisés en tertiaire, donc chacun depuis ses domaines. À droite, vous avez 11 millions de clients et entre deux, vous avez un acteur qui est le distributeur. Le principal distributeur en France, c'est GRDF, mais sachez qu'il y en a d'autres. Mais c'est quand même nous qui
oui, le nombre de clients derrière. Donc, c'est nous qui avons une part prépondérante comme la distribution du gaz naturel en France. Alors, important quand même, c'est que les distributeurs sont neutres et indépendants par rapport aux fournisseurs. Ça veut dire qu'à ce titre-là, on a, à la différence des fournisseurs qui sont en marché ouvert aujourd'hui, nous, on est sur un marché qui est régulé. On a des comptes à rendre auprès d'une commission qui s'appelle la Commission de régulation de l'énergie et notre grille tarifaire est la même pour tout le monde. Voilà. Donc, le distributeur, c'est un peu ce que vous trouvez sur la facturation. Vous savez, c'est la partie acheminement où vous avez bien sûr la part distribution et vous avez aussi la part transport. Donc, les transports, tout ce qui est transport, c'est un peu les autoroutes du gaz. Et la partie distribution, c'est tout ce qui correspondrait à la nationale, départementale et tout ça, jusqu'à l'alimentation finale des clients. Voilà, ça c'est notre partie. Sur le slide suivant, pour parler un petit peu, resituer un peu les missions de GRDF, je dirais qu'il y a deux volets. Il y a un volet technique autour des réseaux où on conçoit, on construit, on entretient les réseaux et bien sûr, on en assure la sécurité. Aujourd'hui, sur le territoire, c'est près de 200 000 km de réseau, donc c'est quand même important. Et ça, c'est la première mission. Donc, une mission très importante. Et une deuxième mission, un deuxième volet qui concerne tout l'accompagnement qu'on apporte autour du gaz naturel auprès des clients, des porteurs de projets. Et quelque chose qui est très important aujourd'hui aussi, c'est d'avoir des équipes qui soient vraiment, qui aient vraiment les bonnes compétences pour vous accompagner. Alors, on a des responsables énergie comme David ici présent. Vous avez aussi des ingénieurs efficacité énergie comme Fabrice qui lui aide à la modélisation des solutions auprès des bureaux d'études. Et vous avez aussi des choses qui évoluent, on s'adapte, puisque aujourd'hui on a des nouveaux enjeux comme le développement des gaz verts, comme la mobilité durable avec le gaz naturel véhicule. Et donc en GRDF, c'est gré aussi avec de nouvelles compétences au sein de ces équipes pour accompagner donc ces nouveaux enjeux. Voilà. Un troisième, sur le slide suivant, c'est important de voir aussi la place du gaz. Et sur le marché de la santé, en particulier, puisque quand on regarde ces slides, effectivement, vous voyez la place du gaz qui est quand même importante, qui a plus de 50% sur les différents usages qui sont chauffage, eau chaude et cuisson, que ça soit en neuf ou en existant. La place du gaz est encore très importante et je vous en remercie. Et un dernier slide. Ça, alors c'est ça qui peut faire un petit peu peur comme ça, mais c'était surtout important, c'était de vous montrer un petit peu la place du gaz dans le mix énergétique. Alors, ce que vous voyez là, qui peut effrayer, et ça je peux comprendre, c'est l'évolution des besoins de production, de puissance, excusez-moi, des évolutions de puissance sur une année qui ont été enregistrées. Et ce que vous voyez déjà en premier lieu, c'est que entre les puissances d'été, les besoins de puissance en été et les besoins de puissance en hiver, on est sur des ratios de 1 à 4. Donc bien sûr, on a des besoins de puissance qui sont beaucoup plus importants l'hiver. Et ce que vous voyez aussi, c'est avec les différentes couleurs, là, c'est la place des différentes énergies par rapport à ces besoins de puissance. Et le constat, effectivement, c'est que par rapport aux besoins de puissance que l'on a aujourd'hui, une seule énergie ne suffit pas. Et vous voyez que le gaz couvre une partie, mais vous voyez que l'électricité en couvre une autre aussi. Et on a besoin de l'association de l'ensemble de ces énergies, effectivement, pour répondre aux besoins de puissance de l'ensemble. Donc là, ce que vous voyez là, c'est les besoins de puissance, tout marché confondu. Ça, c'est très important. Donc, ce qui est très intéressant aussi, et ça va me permettre de faire la transition avec le sujet suivant, c'est que oui, la part importante que représente le gaz, c'est que cette énergie est en train de faire sa petite révolution et elle va devenir cette énergie de plus en plus verte. Et du coup, ça va être pour moi l'occasion de passer le relais à Pascal pour vous en dire un peu plus. Merci Patrice, une très belle transition, effectivement. Voilà, je travaille sur le développement des gaz verts sur la région centre-ouest de GRDF, donc Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Et donc, effectivement, je vais vous évoquer quelques mots sur ce sujet, notamment sur le fort développement qu'on est en train de connaître sur la France et sur notre région en particulier. Donc là, le biométhane, je pense que vous en avez tous entendu parler. La méthanisation, peut-être aussi, c'est des vocabulaires qui deviennent assez courants.
Le principe est assez simple, c'est-à-dire que tout déchet fermenticible, eh bien, en se décomposant, génère des gaz. Et donc le principe de la méthanisation, c'est de mettre tout ça sous contrôle pour optimiser, récupérer ces gaz, les épurer, les mettre aux spécificités de l'opérateur GRDF ou des autres opérateurs pour qu'ils puissent être injectés dans le réseau. Voilà, donc dans ce schéma, on voit que en déchets, en fait, tout type de déchets fermenticibles sont compatibles avec la méthanisation. Donc le gros du gisement en France à ce jour, et ça va être valable pour assez longtemps, ce sont des déchets agricoles, donc lisiers, fumier, résidus de cultures divers et variés. Donc ça, c'est aujourd'hui le gros des gisements qui sont mobilisés. Il y a des gisements également très mobilisés, ce sont les déchets des industries agroalimentaires, les bouts de stations d'épuration également. Et puis, on va y venir un peu plus tard, les biodéchets progressivement qui commencent aussi à représenter une part qui va être croissante sur les gisements mobilisables. Donc, voilà, donc on a des gisements, ensuite on a des unités techniques qui assurent cette méthanisation dans des conditions assez spécifiques. On va priver les intrants d'oxygène. Donc, on travaille sous anaérobie pendant quelques dizaines de jours à une température en général aux alentours de 40 degrés. Tout ça permet de produire un biogaz. Ensuite, ce biogaz est épuré pour être mis aux spécifications des opérateurs de réseau. Et voilà, à travers le poste d'injection, ce gaz, ce biométhane est injecté dans le réseau pour servir les différents usages du gaz que vous connaissez. Chauffage, eau chaude, cuisson, et puis de plus en plus également la mobilité au gaz, au bio-GNV, qui permet aussi de décarboner très fortement l'usage de mobilité, notamment en se passant des produits pétroliers. Donc voilà, le premier produit en sortie de méthanisation, donc c'est ce biométhane, et puis le deuxième, très important pour l'agriculture, c'est ce qu'on appelle le digestat. C'est ce qui sort de l'unité de méthanisation après digestion. Donc là, on a un produit qui est tout à fait intéressant pour l'agriculture, puisqu'il va avoir un pouvoir fertilisant plus important à la sortie de la méthanisation, plus important et plus efficace qu'à l'entrée. Voilà, donc ainsi, on croit beaucoup, et puis ça commence à beaucoup se mettre en place, vous allez le voir, on croit beaucoup donc à ce cercle vertueux de la méthanisation, où finalement les déchets du territoire fournissent une énergie décarbonée pour le territoire, donc une consommation qui est locale, pour des usages locaux, et fournit également donc, un digestat, donc, qui est un engrais organique qui va permettre de réduire assez sensiblement le recours aux engrais chimiques. Donc, voilà, pour se mettre au niveau sur le sujet. Donc le sujet bouge beaucoup. Alors sur la page suivante, on va voir le développement qui commence à être assez important sur le territoire français. Donc les derniers chiffres officiels inter-opérateurs de réseau, ils datent de fin août. Le bilan fin septembre n'est pas encore publié, mais ça ne saurait tarder. Donc à fin août, il y avait 306 unités qui injectaient dans les réseaux des différents opérateurs. Pour GRDF, on accueille à peu près 80% de ces unités, les 20% restants étant directement sur des opérateurs de transport ou auprès d'autres opérateurs de réseau de distribution. Donc 306 sites. Au moment où on se parle, il y en a sans doute entre 20 et 30 supplémentaires à l'échelle du territoire. Et si on zoome sur notre région centre-ouest, eh bien, grosse dynamique également avec 79 sites à fin août qui injectent dans le réseau. Et voilà, une forte accélération qui est attendue dans les mois qui viennent. Je l'ai un petit peu dévoilé tout à l'heure. Sur cette carte, vous voyez différentes couleurs. Donc, comme je le disais, la majorité des gisements qui sont mobilisés sont des gisements agricoles. Donc, de fait, il y a beaucoup d'unités qui sont agricoles, soit en autonomie au sein d'une exploitation, soit sur des formats plutôt collectifs. Donc, ce sont les puces vertes et vert clair. On a également la deuxième typologie la plus fréquente qu'on retrouve en France. Il y a quasiment une trentaine d'unités. À ce jour, ce sont les stations d'épuration. Donc, les grandes villes et les petites, mais surtout les grandes ont des stations d'épuration. Et donc là, il s'agit de méthaniser les bouts de stations pour en tirer le biométhane qui est ensuite injecté dans les réseaux.
On en a quelques-unes, c'est un sujet qui bouge bien sur la région, hein. On a mis en service récemment la station d'épuration du Mans. C'était avant l'été. La station d'épuration aussi à Rosé, à côté de Nantes. Et puis, historiquement, on a Tours, Angers et Quimper qui valorisent du biométhane déjà depuis quelques années. On a également Bourges qui est dans les cartons, qui devrait se mettre en service prochainement. Voilà, donc une typologie également en forte croissance. À côté de ça, voilà, il y a également des sites industriels et puis des installations de stockage de déchets non dangereux, donc des décharges, hein, pour faire simple, qui valorisent elles-mêmes du réseau. On en a 4 sur notre région. Voilà, donc différentes typologies. Retenez qu'on peut faire du gaz avec tout déchet dès lors qu'il est fermentescible. Voilà, sur la page suivante, quelques données complémentaires. Donc, on parle, mes collègues vous parlent souvent, je pense, du biométhane, positionnent souvent aussi le gaz comme une énergie d'avenir. Et cet avenir, on est en train de le construire aujourd'hui avec ce verdissement du gaz qui s'accélère progressivement. Donc, d'ici la fin d'année, on aura à peu près 4 TWh de biométhane qui seront injectés dans le réseau. Ça équivaut à des centaines de milliers de maisons neuves, comme vous pouvez le voir, un peu plus de 660 000. Ça équivaut à la consommation de 160 000 bus alimentés au gaz naturel véhicule, GNV. Ces 4 terras, c'est aussi la consommation du Finistère, du Loiret, donc qui sont des départements importants en matière de consommation gaz, ou de la Sarthe et la Mayenne réunis. Donc voilà, ça commence à peser dans le paysage. Pour autant, 4 terras, c'est jamais que 1% environ du gaz qui sera consommé en France cette année. Donc il y a encore du chemin à parcourir, puisque les pouvoirs publics et la France s'est donné un objectif de 10% en 2030. Donc on est vraiment au début d'une histoire. Donc le biométhane, c'est une énergie d'avenir, mais qu'on travaille aujourd'hui. Et encore une fois, on est vraiment au début de l'histoire. Voilà, donc je disais 10%, c'est la cible des pouvoirs publics à horizon 2030. Du côté des gaziers, on croit à un scénario beaucoup plus favorable et on est persuadé que 30% à horizon 2030, c'est possible. Et donc on y travaille quotidiennement. On adapte notamment nos réseaux et nos différentes offres de services pour les méthaniseurs pour pouvoir accueillir ces productions. Et puis, il y a 2 ans, on a travaillé avec l'ADEME et les réseaux de transport, le GRT Gaz, sur un scénario qui mobiliserait en fait 100% de gaz renouvelable dans la consommation française à horizon 2050. Et donc, ce scénario, eh bien, il existe, c'est possible. La France a le gisement, mobilisable pour avoir 100% de gaz vert, alors dans un horizon qui est assez lointain. Mais toujours est-il qu'on a le potentiel pour. Donc c'est ce que je vais expliciter sur la page suivante. La France a le potentiel pour faire 100% de gaz vert en s'appuyant sur trois technologies. Donc la méthanisation, la technologie dont je viens de parler, qui est assez mature, hein. Je disais 306 sites à fin août, on sera à peu près à 600 d'ici 18 mois, donc ça continue à accélérer fortement. Donc ça, c'est mature. Et puis à côté de ça, il y a 2 autres technologies qui sont plus au stade de pilote. Donc 2 autres technologies qui permettent également de produire du gaz renouvelable. La première, c'est ce qu'on appelle la pyrogasification, vous voyez au milieu. Donc c'est la mobilisation de biomasse ligneuse ou de CSR, de combustible solide de récupération. Donc autrement dit, des bois déclassés où le contenu des bennes à ordures, quand on va tous à la déchetterie faire notre tri. Donc toutes ces matières sont mobilisables à travers de la pyrogasification. Et ça consiste à brûler à très très haute température ces éléments-là pour sortir un certain nombre de produits, dont de l'hydrogène, qui, recombiné avec du CO2, soit issu de méthanisation, soit issu, par exemple, de sites industriels, eh bien, qui peut permettre de faire du méthane de synthèse, donc à travers un procédé qui s'appelle la méthanation. Hein, donc ça, c'est une deuxième technologie qui est en phase pilote actuellement. Il y a quelques projets qui ont été identifiés par les pouvoirs publics et qui vont faire l'objet d'expérimentations dans les mois et les années qui viennent. Et puis la troisième technologie auquel on croit beaucoup également, c'est ce qu'on appelle le power to gas en bon français. Donc là, il s'agit de
de récupérer, de mobiliser l'électricité renouvelable excédentaire qu'on ne sait pas stocker. Hein, donc on va mobiliser l'énergie éolienne, l'énergie photovoltaïque notamment, faire l'électrolyse de l'eau et produire ainsi de l'hydrogène, ce qui a une vertu déjà de pouvoir stocker cette énergie électrique. On la transforme à travers l'électrolyse de l'eau, on la transforme en hydrogène qui lui est stockable, et ensuite deux façons de procéder. La première, je l'ai citée tout à l'heure, donc on recombine avec du CO2 pour faire un méthane de synthèse, option 1, ou option 2, en fait on injecte directement de l'hydrogène dans les réseaux de gaz naturel. Alors quand je dis on injecte, je parle au présent, ça ne vous a pas échappé, puisque là, on fait un test grandeur nature sur la région de Dunkerque. On a tout un quartier qui injecte déjà, qui bénéficie d'une injection d'hydrogène vert dans des proportions assez intéressantes. Donc une opération test qui dure déjà depuis plusieurs années et qui permet de tester, de valider la capacité des réseaux gaz déjà à accueillir une part d'hydrogène. Et puis, d'une part, puis d'autre part, surtout, qui permet aussi de valider le fait que les installations chez les clients, chez les consommateurs de gaz, peuvent supporter cet apport d'hydrogène. Donc aujourd'hui, en fait, les tests sont assez concluants et on arrive sur cette zone à 8% d'hydrogène injecté dans le réseau de gaz, donc qui se mélange avec le CH4 et qui permet d'avoir une énergie tout à fait performante en sortie, sans dommage, enfin avec la performance bien sûr, et puis sans dommage pour les installations des clients et de l'opérateur de réseau. Donc voilà, donc là il y a un pilote déjà très avancé, et donc c'est une piste également sur laquelle on travaille dans une optique, on espère, de généralisation d'ici quelques années. Donc voilà les trois technologies mobilisables. Une est tout à fait mature, les deux autres sont en phase pilote, mais 3 technologies mobilisables pour arriver à 100% de gaz vert à horizon 2050. Et ce gaz vert, comme je le disais tout à l'heure, va servir les usages traditionnels du gaz, chauffage, eau chaude, cuisson, et puis de plus en plus l'usage carburant. Hein, c'est un segment de marché qui a vraiment le vent en poupe, notamment sur les transports de marchandises, transports voyageurs, bennes à ordures, et puis plus récemment, pour l'anecdote, tracteur. Il y a une grande marque du matériel agricole qui a lancé le premier tracteur au gaz disponible sur le marché européen. Donc voilà, ça bouge tout azimut sur le plan de la mobilité au gaz. Voilà, on peut envoyer la page suivante. Voilà, je voulais conclure également par le sujet biodéchets. On a déjà fait un petit peu de teasing tout à l'heure, un sujet qui peut vous toucher, vous concerner directement, puisque une partie d'entre vous sont producteurs, entre guillemets, de biodéchets. Donc de ce point de vue-là, on peut envoyer la page suivante si vous voulez bien. La réglementation donc évolue. Donc aujourd'hui, tout producteur de biodéchets qui produit entre guillemets au moins 10 tonnes de biodéchets à l'année a l'obligation d'assurer un recyclage pour une valorisation. Ce seuil va s'abaisser progressivement à 5 tonnes, et puis au 1er janvier 2024, en fait, ce seuil sera abaissé à tout consommateur, puisque les collectivités devront mettre en place les outils, les techniques pour pouvoir être capable de collecter les biodéchets issus des ménages. Donc voilà, horizon 2024, donc dans un horizon assez proche. Donc tout ça va fournir un gisement complémentaire de matière méthanogène transformable donc en biométhane qui va être assez important. Donc c'est la page suivante. Alors, le gisement est très important à l'échelle du territoire. Pour autant, il faut un petit peu de logistique et d'organisation pour pouvoir le mobiliser en biométhane. Donc, les experts s'accordent à dire qu'il y a environ un potentiel mobilisable en biométhane de 3 TWh. 3 TWh, c'est quasiment 1,5 fois les quantités de biométhane injectées dans les réseaux de gaz naturel en 2020 en France. Donc, c'est pas neutre du tout. Voilà, donc 3 TWh. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, cette gestion des biodéchets, en fait, elle peut prendre 2 formes. Une forme qui est déjà bien connue, bien en place, c'est le compostage. Et puis la deuxième forme, qu'on
pour laquelle on milite et pour laquelle il y a déjà un certain nombre d'unités de méthanisation qui se mobilisent, ainsi que des collectivités, eh bien, c'est la méthanisation. L'intérêt de la méthanisation, vous l'avez compris, c'est que ça va permettre de capter l'énergie en plus. Quand on fait du compostage, eh bien, il y a un retour au sol qui va permettre d'avoir un amendement très intéressant pour les terres, mais en fait, l'énergie n'a pas été captée, donc elle est partie à l'atmosphère. Avec la méthanisation, on va pouvoir capter cette énergie, faire en sorte de l'injecter dans les réseaux pour qu'elle se substitue à la consommation de gaz fossile. Et ensuite, il y aura un retour au sol par épandage. Donc voilà, il y a une plus-value très, très intéressante pour la planète à flécher plutôt vers la méthanisation que vers le compostage, en sachant que dans les deux cas, bien sûr, il y a un retour au sol qui bénéficie à l'agriculture du territoire. Donc voilà, donc comme je le disais, vous êtes peut-être déjà concerné, pour ceux qui mobilisent plus de 10 tonnes de déchets par an, vous êtes déjà concerné par ça. Votre l'opérateur avec qui vous travaillez a dû mettre ça en place avec vous. Et puis si vous ne l'êtes pas encore, progressivement, les seuils s'abaissant, on va tous être concernés par cette mesure. Voilà, donc ce que je voulais indiquer en conclusion, voilà, c'est que la méthanisation, c'est vraiment, on est au début, et puis au début d'une histoire qui fait qu'on va valoriser d'ici peu jusqu'à la moindre épluchure que nous produirons, y compris dans nos foyers, sera mobilisable pour le verdissement de ce gaz. Donc on est au début d'une belle aventure en matière d'énergie renouvelable. Voilà, j'en ai terminé. On a peut-être... Très bien, merci Pascal. Quelques questions, peut-être des points qui méritent un petit approfondissement. On va demander ça à David. Est-ce qu'il y a des petites questions? Oui, alors le sujet passionne. Hein. J'ai beaucoup de questions. Bon, j'en ai deux là tout de suite. Là. La première, pourquoi le biométhane affiche-t-il un bilan gaz à effet de serre aussi faible, Pascal? Comment t'expliques ça? C'est une bonne question. Oui, on est passé un petit peu vite là-dessus. Vous avez vu un chiffre qui s'affichait, c'est 44 grammes de CO2 par kilowattheure de biométhane consommé. Alors ça, c'est un chiffre qui est fourni par l'ADEME. Voilà, donc le calculateur carbone de l'ADEME affiche ce bilan de 44 grammes. En fait, ça s'explique assez simplement. Comme je le disais au début de mes propos, en fait, toutes ces matières qui permettent de produire du biométhane, toutes ces matières sont fermentescibles. Donc, si on ne met pas en place une unité de méthanisation, si on ne valorise pas ces déchets, en fait, ils vont malgré tout se dégrader et donc alimenter l'atmosphère, notamment en méthane et en CO2, voire dans d'autres gaz qui sont assez néfastes pour la planète. Donc, quand on met en place la méthanisation, finalement, on va capter ces gaz plutôt que de les envoyer à l'atmosphère. Donc voilà, c'est la première raison qui explique l'impact carbone très positif. Et puis la deuxième, notamment pour la partie de méthanisation agricole, l'essor de la méthanisation pousse également l'agriculture à développer ce qu'on appelle les couverts végétaux, donc des cultures intermédiaires entre deux cultures principales. Et donc ces cultures vont elles-mêmes séquestrer du carbone, qui va être capté dans l'atmosphère sous l'effet de la photosynthèse et qui va servir donc à produire le biométhane, le CH4, injecté dans les réseaux, qui va venir en substitution du gaz fossile. Donc en fait, l'effet très positif en matière de CO2 s'explique par ces deux composants. Donc 44 grammes, c'est le chiffre officiel de l'ADEME. Du côté des gaziers et du monde agricole, on communique sur un autre chiffre qui est de 23,4 grammes précisément. Et donc ce chiffre, alors c'est le même que le 44, sauf qu'on va en plus intégrer les impacts évités grâce à la méthanisation. Et le premier impact évité grâce à la méthanisation, c'est notamment la baisse du recours aux engrais chimiques, puisque le digestat, comme je le disais tout à l'heure, a un pouvoir fertilisant plus important que les matières en entrée. Donc, de ce fait, les agriculteurs consomment moins d'engrais chimiques, entre 20 et 40% de moins globalement. Donc voilà, on a aussi un impact très positif lié à cette baisse de production des engrais chimiques qui est une activité très émettrice de CO2.
Est-ce qu'il y a une autre question, Alors, David? Oui, j'ai une autre question là, pour Pascal, toujours. Le Digesta permet-il de réduire la consommation d'engrais chimiques des agriculteurs? Mais je pense que tu as déjà répondu dans ton allocution. Oui, enfin, donc je réponds. La réponse est oui. Et pourquoi? En fait, parce que le digestat a un pouvoir fertilisant plus important. Donc, ce qui sort de la méta, alors tout ce qui rentre dans une méthanisation en sort, mais ce qui en sort a une composante azote, notamment, qui est un petit peu différente, qui a pris une forme plus minérale. Et donc, toute la part d'azote contenue dans les lisiers et les fumiers, après la méthanisation, en fait, elle est beaucoup mieux captée par les plantes. Ce qui fait que, eh bien, il y a vraiment un moindre recours aux engrais chimiques, d'une part. Puis d'autre part, on a aussi moins de ruissellement. Il y a moins de lixivation des sols, donc moins de ruissellement, et donc moins de dommages à l'environnement, puisque en fait, une grosse part de l'azote a été captée par la plante. Très bien. Comme je vois que le temps défile, je fais un peu maître du temps. Comme je disais tout à l'heure, hein, on ne pourra pas répondre à toutes les questions en live, mais par contre, on prend l'engagement quand même de vous répondre, de revenir vers vous, hein, pour vous apporter les réponses à l'issue du webinaire. En tout cas, merci Pascal, hein, pour ton intervention qui était très claire. Je propose c'est de continuer avec sur le décret tertiaire et donc on va céder la parole à Fabrice. Oui, merci. Donc on va parler maintenant du contexte réglementaire et donc du décret tertiaire. Juste une petite notion, cette obligation de réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments tertiaires, elle avait déjà été abordée en 2010 dans la loi Grenelle 2. Elle a été reprise dans la loi Elan. Donc la loi Elan, c'est l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Et donc le décret tertiaire vient fixer les modalités d'application de cette loi. Le décret tertiaire, on va pouvoir le retrouver également sous un autre nom, c'est éco-énergie tertiaire, mais c'est la même chose. Toujours dans cette notion de contexte, là vous avez la petite bulle à droite. Les bâtiments résidentiels et tertiaires, ils sont responsables de 45% de la consommation d'énergie finale en France et représentent 20% des émissions de CO2 en France. Donc c'est le plus gros consommateur, loin devant les transports et l'industrie. Et la partie tertiaire représente un tiers de ces consommations. Donc globalement, le tertiaire représente 15% des consommations d'énergie finale en France. C'est pourquoi le gouvernement a souhaité agir sur ce gisement et donc essayer de réduire les consommations de ces bâtiments tertiaires. Donc si on revient maintenant sur la partie décret tertiaire, les bâtiments qui seront concernés par ce décret tertiaire, ce sont tous les bâtiments à usage tertiaire avec une surface supérieure à 1000 m². Donc quand on parle de 1000 m², c'est 1000 m² par bâtiment, par partie de bâtiment à usage mixte. Ça veut dire qu'on peut avoir un bâtiment qui accueille des surfaces tertiaires, mais également d'autres surfaces. Dès lors que la part des surfaces tertiaires sera supérieure à 1000 m², le bâtiment sera soumis à ce décret tertiaire. Et ça peut être également par multitude de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site. Donc si on prend un exemple, si on a 3 bâtiments de 400 m² à usage tertiaire situés sur un même site, ces 3 bâtiments, comme la surface cumulée fait plus de 1000 m², ces 3 bâtiments seront soumis à au décret tertiaire. Pardon. Il est possible de mutualiser tout ou partie des résultats à l'échelle d'un patrimoine. Donc on peut choisir la maille de l'échelle qu'on souhaite adapter. Soit ça peut être sur le territoire national, régional ou juste cumuler quelques bâtiments. Et un point important, c'est que une fois que ces bâtiments sont classés et soumis au décret tertiaire, ils sont maintenus à vie. Ça veut dire que si on reprend l'exemple des 3 bâtiments de 400 m², si un bâtiment vient à être détruit, les 2 bâtiments restants, dont la surface cumulée fera moins de 1000 m², seront toujours soumis au décret tertiaire. Donc les segments qui sont concernés par ce décret tertiaire, ce sont tous les bâtiments à usage tertiaire, donc sur tous les segments, que ce soit bureaux, commerce, enseignement, donc le secteur de la santé qui nous concerne aujourd'hui, mais également tous les établissements sportifs et la restauration. Les seuls bâtiments qui sont exclus, ce sont les constructions provisoires, les lieux de culte et tout ce qui sera lié à la défense, donc défense, sécurité civile ou sûreté du territoire. Donc on peut passer à la slide suivante.
pour décrire maintenant les objectifs et le périmètre de ce décret tertiaire. Donc l'objectif, c'est de réduire la consommation sur tous les usages de l'énergie, pas uniquement les usages réglementaires. Et l'énergie qui sera exprimée, ce sera en énergie finale. Donc ça veut dire l'énergie que vous avez sur vos factures. On va avoir deux possibilités, soit de respecter une consommation en valeur relative, ça veut dire qu'on prendra une année de référence et il faudra diminuer ses consommations par rapport à cette année de référence, ou bien respecter une valeur absolue. La contrainte, si on doit avoir des contraintes, donc le changement d'énergie, si on souhaite changer d'énergie, ne doit pas entraîner de dégradation des émissions de gaz à effet de serre et on ne doit pas non plus dégrader le taux d'énergie renouvelable dans le bâtiment. Donc les deux possibilités sont l'option relative. Donc là, dans ce cas-là, il faudra choisir une année de référence. L'année de référence devra être comprise entre 2010 et 2019. Et à partir de cette année de référence, il faudra réduire ses consommations de 40% en 2030, de 50% en 2040 et de 60% en 2050. Juste si on peut revenir sur la slide précédente, la deuxième option, c'est de respecter une valeur absolue. Donc les valeurs absolues, elles sont fixées par arrêté, elles sont définies par arrêté et par catégorie de bâtiment. Donc en début de cette année, on a eu le premier arrêté qui concernait les bureaux, l'enseignement et la logistique. En fin de cette année, on devrait avoir l'arrêté numéro 2 qui concernera la majorité du tertiaire et notamment la partie santé. Et en début d'année prochaine, on aura le troisième arrêté qui viendra compléter et qui précisera les bâtiments qui n'auront pas été intégrés dans les deux premiers arrêtés. Voilà, donc si on illustre maintenant sur la slide suivante l'action à mettre en place lorsqu'on choisit l'option relative. Donc si on prend une année de référence en base 100, en 2030, il faudra avoir réduit de 40% ses consommations d'énergie, donc toutes énergies confondues, hein, donc arriver à une consommation de 60. 10 ans plus tard, il faudra à nouveau réduire de plus de 16%, donc arriver à une consommation de 50. Et 10 ans encore plus tard, réduire de 20% supplémentaires pour arriver à une consommation de 40, soit 60% d'économie d'énergie par rapport à l'année de référence. Donc, sur la slide suivante, c'est le même principe sur la valeur absolue. Donc, par rapport à une année de référence. Donc là, en 2030, il faudra respecter les valeurs seuils qui auront été fixées par arrêté. Et tous les 10 ans, ces arrêtés seront mis à jour pour préciser les valeurs à respecter donc, à l'échéance suivante, donc de 2040 et de 2050. Donc, si on passe sur la slide suivante maintenant, donc les modalités. Il y a une possibilité de moduler les objectifs. Donc, on a plusieurs possibilités de moduler les objectifs. Tout d'abord, si les actions font courir un risque technique, architectural ou sont non conformes à des servitudes, donc par exemple, un bâtiment qui aurait des façades classées et qui, pour respecter les niveaux de consommation, devrait faire de l'isolation par l'extérieur, eh bien, il pourra déposer un dossier pour demander à moduler les objectifs, avoir des objectifs un peu moins ambitieux pour éviter de mettre une isolation sur l'extérieur, sur des façades classées par exemple. S'il y a un changement d'activité ou du volume d'activité, les objectifs seront également modulés. Et on a un dernier volet sur les coûts des actions. Donc si les coûts des actions sont disproportionnés par rapport aux avantages attendus, donc tout simplement si le temps de retour sur investissement est trop conséquent, on pourra demander à moduler les objectifs. Les temps de retour sur investissement maximum qui ont été fixés, c'est 30 ans sur la partie bâtie, 15 ans sur les systèmes et 6 ans sur la partie régulation. Donc les cas particuliers, maintenant, tout ce qui sera produit sur site sera déduit de la consommation, que ce soit de la chaleur ou de l'électricité. Donc la chaleur fatale autoconsommée sera déduite de la consommation. Et également un point spécifique sur la recharge de véhicules électriques ou hybrides. Ces consommations d'électricité seront déduites également de la consommation du bâtiment, ce qui impliquera d'avoir un sous-comptage pour pouvoir identifier ces consommations. Les responsabilités, donc, pour respecter ce décret tertiaire, incomberont aux propriétaires et aux preneurs à bail, donc aux locataires, donc en fonction de la disposition qui est précisée dans le bail. Et ces contraintes-là seront reprises dans le bail suivant en cas de vente du bâtiment ou en cas de changement de locataire. On peut passer à la suite. Tout le suivi se fera sur une plateforme numérique qui s'appelle Opérate,
qui est gérée par l'ADEME. C'est elle qui permettra le recueil et le suivi des consommations, et donc c'est sur cette plateforme qu'il faudra enregistrer toutes les caractéristiques de son bâtiment. Cette plateforme générera automatiquement la modulation sur le volume d'activité. Elle générera également l'ajustement des consommations par rapport à la rigueur climatique, et elle transmettra tous les ans une information sur les émissions de gaz à effet de serre, et elle transmettra une attestation numérique annuelle. Donc chaque année, en fait, l'ADEME procédera à l'exploitation et à la consolidation de tous les résultats qui seront rendus anonymes. Et grâce à cette base de données, cette base de données sera transmise et sera rendue publique. Et elle permettra également de fixer les seuils en valeur absolue qui, comme on l'a vu précédemment, seront remis à jour tous les 10 ans. Donc en fonction du retour d'expérience par typologie de bâtiment, les valeurs absolues seront ajustées pour la décennie suivante. On peut passer à la suite. Donc, en termes de délai, le propriétaire et le preneur à bail doivent déclarer le bâtiment à partir de septembre de l'année prochaine. Donc, c'est un petit peu plus tard que prévu. Initialement, c'était septembre de cette année. Il y a une année supplémentaire. Et donc, au plus tard, au 30 septembre de l'année prochaine, il faudra avoir enregistré son bâtiment sur la plateforme Opéra, avoir déclaré l'activité tertiaire, la surface soumise, avoir transmis les consommations annuelles de 2020, de 2021 et également avoir sélectionné une année de référence. Et on peut renseigner également des indicateurs d'intensité d'usage qui permettent de moduler un petit peu la consommation. Et on peut transmettre encore les consommations liées aux recharges de véhicules, donc qui seront déduites de la consommation du bâtiment. Il est possible de déléguer à un opérateur tiers, un prestataire, la transmission de ces données, et les opérateurs de réseau pourront transmettre également directement sur le site Opérat les consommations énergétiques des bâtiments. Voilà, je vais passer à la suite. Donc là, ce sont les étapes qui ont été mises en ligne qui concernent la plateforme Opérat. Donc dès aujourd'hui, sur cette plateforme, on peut créer son compte. D'ici la fin de cette année, on pourra importer manuellement et automatiquement les consommations. Donc ça veut dire qu'à partir de ces consommations, on pourra retracer son année de référence la plus favorable. Et également, d'ici la fin d'année, on pourra importer des consommations via les gestionnaires de réseaux de distribution pour la partie gaz et électricité. D'ici le printemps, donc d'ici le 1er avril 2022, on pourra saisir les données pour reconstituer l'année de référence, et la plateforme transmettra en retour les calculs des objectifs pour les décennies à venir. Et au plus tard, donc ça c'est la date butoir, au 30 septembre 2022, il sera nécessaire d'enregistrer le bâtiment, puisque on a jusqu'au 30 septembre 2022 au plus tard pour enregistrer le bâtiment, transmettre les consommations de 2020, de 2021, et transmettre également les consommations de l'année de référence qui servira de base au calcul pour respecter le décret tertiaire en relatif, ce qu'on a vu dès le début de la présentation. Donc concrètement, ce décret tertiaire, ça va se traduire par déjà une meilleure compréhension des usages énergétiques des bâtiments. Si on n'a pas d'audit et qu'on ne connaît pas son bâtiment, il sera nécessaire de comprendre ses usages, et donc l'utilisation d'un audit permettrait de répondre à ces questions-là. Il faudra ensuite agir. On a vu que les objectifs de réduction d'énergie sont quand même très ambitieux. On est sur de la consommation d'énergie réelle, donc il sera vraiment utile également de sensibiliser les occupants à ces contraintes et à ces consommations d'énergie. Et pour atteindre les seuils de 40, 50 ou 60%, il sera nécessaire d'optimiser la performance énergétique du bâtiment, de gérer au mieux les équipements en place et éventuellement de remplacer ces équipements par du matériel plus performant. Et dans le temps, il faudra suivre les consommations, puisque tous les ans, on devra déclarer ces consommations sur la plateforme Opéra, ce qui permettra également de voir si on est dans la bonne direction pour atteindre les objectifs de 2030 dans un premier temps, et puis de suivre ces consommations pour éviter les dérives dans le temps. Donc le service et l'accompagnement de GRDF pour ce décret tertiaire. Donc nous, on peut vous mettre à disposition des historiques de données de consommation, ce qui vous permettra déjà de répondre aux obligations de septembre de l'année prochaine pour le choix de l'année de référence,
pour les consommations de 2020, de 2021. Et on a également un second service qui s'appelle Addict. Donc, c'est l'accès aux données individuelles des clients par des tiers. Et ça permet de transmettre automatiquement les données de consommation directement sur la plateforme Opérate. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour sur cette partie décret tertiaire. Les questions, on les prendra après l'intervention de Monsieur Vallet. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer la main à Loïc Vallet pour nous présenter du coup les actions mises en place par DomusVi pour répondre à ce décret tertiaire. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de ma participation à ce webinaire, je suis là pour parler pragmatisme. En fait, le décret tel qu'il existe aujourd'hui impose la collecte d'informations importantes, aussi bien en termes de valeur de données que de volume. Il est bien évident que dans le cadre de l'objectif de détermination de l'année de référence, il faut, dans la mesure du possible, accumuler le plus de données possible afin d'avoir le choix dans cette année de référence. Et c'est à ce titre que DomusVi s'est rapproché notamment du gestionnaire de réseau qu'est GRDF pour la collecte de ces informations. Pourquoi ? Parce que la grosse partie, la plus grosse partie, bon, il y a une évolution que j'ai reçue hier des exigences de l'ADEME sur les renseignements à fournir site par site. Le premier des éléments à collecter, donc c'est le volume de consommation année par année. L'objectif, il est bien évidemment de trouver une année de référence qui soit une année qui soit fortement consommatrice en énergie pour qu'on puisse potentiellement atteindre l'objectif de 60% d'ici à 2040. Maintenant, il faut aussi tenir compte du fait que, et on ne l'a pas évoqué jusqu'à présent, les variables climatiques des années passées seront intégrées dans le calcul des objectifs. C'est-à-dire que même si vous allez chercher une année où il a fait très très froid et on a beaucoup, par exemple, chauffé au gaz, la variable climatique sera intégrée dans l'objectif. Donc, il ne faut pas se tromper. Sur la démarche entreprise par DomusVi. En fait, DomusVi a entrepris une démarche d'efficience énergétique il y a à peu près 4 ans. Et il y a 4 ans, on a décidé de piloter nos consommations d'énergie et de mesurer la qualité de la température, des températures d'ambiance dans les résidences. À ce titre, on a posé des systèmes de télérelève des compteurs, aussi bien sur l'électricité et sur le gaz. Et on a disposé des sondes de température, dans les bâtiments. Ces sondes ont été réparties de manière réfléchie. On a tenu compte de l'orientation du bâtiment par rapport à la course du soleil, de l'âge du bâtiment. Bref, l'objectif, c'est d'avoir une construction de données, une accumulation de données qui permet d'avoir une visibilité sur comment se comporte le bâtiment en termes de température d'ambiance et en termes de consommation. Et après, il faut laisser le temps passer. Il faut accumuler de la donnée, accumuler de la donnée, accumuler de la donnée. Et là, c'est le temps. Et ça, c'était il y a 4 ans. Et aujourd'hui, par le biais de ce système, on a aujourd'hui une base de données qui a été complétée en nous rapprochant de notre fournisseur d'électricité et de notre fournisseur de gaz. Et on a recoupé l'information avec les distributeurs que sont Enedis et GRDF pour avoir une certaine finesse dans la donnée collectée et pour pouvoir avoir une lisibilité sur un maximum d'années et donc se donner le choix et se donner l'opportunité de choisir parmi presque 8 ans, puisqu'on a collecté à peu près 8 ans de données de consommation, ce qui va nous permettre de pouvoir déterminer un peu plus sereinement l'année de référence. Voilà, j'ai complètement oublié, j'aurais dû en premier lieu vous présenter l'entreprise. Aujourd'hui, DomusVi est un opérateur de maison de retraite privée qui est présent à l'international, mais plus particulièrement en France, parce que c'est son développement premier. Donc, c'est 240 établissements sur l'ensemble du territoire français. Et la particularité de DomusVi, comme les grands groupes de maisons de retraite privées aujourd'hui, c'est un fort développement en croissance externe, puisque aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'ouverture de lits en France.
les autorités ne financent plus l'ouverture de lits et de création de lits dans les EHPAD. Donc, le seul moyen de grossir, c'est d'acquérir des concurrents et néanmoins confrères, ou concurrents ou confrères et néanmoins concurrents, ça dépend comment on le voit, et ainsi de pouvoir grossir et d'accumuler de la capacité. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le décret tertiaire? La grosse partie de la donnée, quand je parlais de pragmatisme tout à l'heure, c'est lister en fait tout simplement l'ensemble des établissements, les 240 sites, savoir sur lesquels on va avoir un numéro de RAE, donc référence acheminement électricité, ou un numéro de PDL, point de livraison pour la partie gaz. Et pour chacun des sites, eh ben, on cumule ces données. Voilà, on va chercher de l'information par l'intermédiaire des distributeurs ou des fournisseurs, et on élabore un tableau sur lequel on va reprendre, bien évidemment aussi basique que ça, mais l'adresse du site, la surface, à quoi il est chauffé, donc en tout cas avec quelles énergies il fonctionne. Et avec ça, après, on va rajouter toutes les parties de copropriété ou d'exploitant directement. Et puis dernièrement, là, Opérat a communiqué, enfin, les gens du décret tertiaire ont publié un listing dont j'ai pris connaissance ce matin, de l'ensemble des données. Donc il va falloir qu'on rentre aussi un peu plus dans le détail. Ils veulent être certains de l'identification des sites, donc on va rentrer sur des données d'identification des parcelles au cadastre et ce genre de choses. L'objectif, il est lequel? En fait, on est parti du principe chez DomusVi que le décret tertiaire, avec les outils d'aujourd'hui comme Opérat, c'était une garantie pour le législateur d'emmener tout le monde dans cette phase qu'est la nécessité de faire des économies d'énergie. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette double imposition de déclaration, celle du propriétaire et celle du locataire. Pourquoi? L'objectif, c'est d'abord de s'assurer que le locataire et le propriétaire ont le même discours et ont la même approche de leur bâtiment. Donc, c'est important de faire ça en collaboration avec le propriétaire de vos bâtiments si vous ne l'êtes pas, et de le faire en coordination avec les propriétaires ou les copropriétés, parce que ça va permettre de passer sous le feu des contrôles des premiers contrôles du système Opérat. C'est-à-dire que à partir du moment où la machine va identifier que la déclaration du propriétaire est identique à la déclaration du locataire, et ben tout de suite il va dire ok, ça veut dire que le locataire et le propriétaire, d'un commun accord, ont été chercher les données ensemble, se sont mis d'accord sur les données, et donc ils avancent ensemble sur le respect de ce décret, et donc la démarche est initiée. Donc c'est pour moi un premier pas dans l'application du décret tertiaire, c'est de se mettre en coordination avec son propriétaire afin de s'assurer que les déclarations qu'on fera de part et d'autre, lui en tant que propriétaire, moi en tant que locataire exploitant, on aura la même qualité de données et le même niveau de données, ce qui nous permettra de faire des déclarations cohérentes. Parce que c'est ça que va chercher, dans un premier temps, la machine, c'est les déclarations incohérentes. Ensuite viendra bien évidemment, la partie objectif, mais la partie détermination des objectifs, elle n'est pas très compliquée, dans le sens où plus vous avez accumulé de la donnée, plus il est simple de choisir cette année de référence et de rentrer dans le dur, et de pouvoir se dire, voilà, on va pouvoir faire des économies ou s'engager à faire des économies sur tel site, tel site, tel site. La particularité de l'approche qu'on a eue, elle est aussi liée à notre patrimoine. Aujourd'hui, 30% du patrimoine de DomusVi, ce sont des bâtiments qui ont moins de 10 ans. Donc on sait sur ces bâtiments-là, qui sont conformes de par leur âge, soit la réglementation thermique 2015, soit la plus récente, la RT 2020, on sait que ces bâtiments, ça va être très difficile de faire des économies d'énergie, parce qu'ils répondent déjà à une certaine exigence de faible consommation. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire, mais en parallèle, ça va permettre, on en parlait tout à l'heure avec les intervenants GRDF, on va pouvoir mutualiser, c'est-à-dire que voilà, il y a effectivement 30% du parc qui est très récent, ce qui sous-entend qu'une autre partie du parc est-elle très ancienne, et que donc c'est sur cette partie de sites anciens qu'il va falloir faire le plus d'efforts, et où il va falloir mobiliser le plus d'énergie, sans mauvais jeu de mots, pour faire des économies d'énergie. Voilà.
Et une fois que vous avez intégré ça, vous pouvez, comme on l'a aussi évoqué tout à l'heure, prendre en compte les contraintes architecturales. Beaucoup d'établissements de retraite sont des constructions qui datent un petit peu d'une certaine époque où on avait par exemple un château sur lequel on a adjoint des extensions de bâtiments pour pouvoir accueillir des résidents. Et parfois, ce château, il est totalement ou partiellement classé, ou en tout cas, il est dans une zone qui est un peu sensible. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui vont vous permettre de faire des arbitrages et de dire au législateur, voilà, là, je peux m'engager à faire des travaux à cette hauteur-là. Mais parfois, je n'irai pas plus loin parce que justement, j'ai une contrainte architecturale qui fait qu'il serait ce serait déraisonnable économiquement parlant d'engager des travaux d'isolation, par exemple, par l'extérieur, sur un château qui date du XVIIIe siècle. Voilà. Très bien. Merci, Monsieur Vallet, pour ce témoignage qui a été très, très riche et, comme vous disiez, très pragmatique. Je vais me tourner vers David. Est-ce qu'on a des questions? Alors, effectivement, donc c'est un sujet qui intéresse, comment s'en douter. J'en ai plusieurs, notamment pour le décret tertiaire. Donc, je m'adresse à toi, Fabrice. Donc, j'ai une question. Alors, faut-il choisir entre réduction de consommation en valeur relative ou en valeur absolue, Fabrice? Oui, donc c'est une bonne question. En fait, c'est la plateforme Opera qui calculera les deux possibilités et il faudra respecter l'échéance, donc la plus favorable, donc l'échéance qui permettra le plus de consommation. Donc c'est automatique, on n'a pas forcément à choisir l'option relative ou l'option absolue. Très bien. Alors, autre chose, un autre pour l'audit. Alors, concernant donc, est-ce qu'il est obligatoire de faire un audit pour répondre à ce décret tertiaire? Oui, donc pas d'obligation de procéder à un audit. Par contre, ça peut être une action très importante et intéressante au départ pour cibler déjà les consommations du bâtiment et pouvoir dégager plus facilement les actions les plus pertinentes, technico-économiques, pour répondre à ce décret tertiaire-là. C'est vrai que lorsqu'on n'a pas l'image des consommations de son bâtiment, l'audit permet vraiment de donner cette image, cette répartition des consommations et donc de dégager les actions qui seront les plus pertinentes pour pouvoir répondre au moins aux premières échéances du décret tertiaire. D'accord. D'accord, très bien, très bien. Alors, encore une petite question peut-être. Alors, est-ce que les foyers logements et services seniors sont concernés par cette obligation? Non, tertiaire, ce sont uniquement les activités tertiaires qui sont concernées et donc les foyers logements et résidences services seniors sont considérés comme de l'hébergement et donc pas comme une activité tertiaire. Par contre, les EHPAD, elles, seront soumises à ce décret tertiaire. Bien. Écoute, je crois que Patrice? Ouais. Oui, comme je disais, je fais le maître du temps et je vois que le temps avance. Écoutez, on est. Je crois alors, il y a d'autres questions. On a vu ça dans le fil de discussion. Il y a d'autres questions, comme je vous le disais. On reviendra vers vous pour vous apporter une réponse. On essaie de tenir un peu le timing. On s'était dit, autour d'une heure, ça serait pas mal. Et on sait que le temps est précieux par les temps qui courent. Donc, le webinaire est maintenant terminé. J'espère qu'il a été instructif, qu'il a été riche, que vous a apporté déjà quelques réponses aux questions que vous posiez. Je vous rappelle aussi qu'il y a un replay qui sera disponible, puisque cette séquence-là est enregistrée, donc il sera disponible et on vous enverra bien sûr le lien. Ce que je voudrais juste terminer, là où je voudrais peut-être terminer quand même, c'est en guise de conclusion. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que on a parlé du gaz vert, du développement, du fort développement du gaz vert et des gaz verts. Vous avez peut-être pris des choses là-dessus. On parle de méthanisation, on parle de méthanation des gaz de synthèse, on parle aussi de l'hydrogène. On en parle beaucoup dans l'actualité. Retenez qu'effectivement, nos réseaux, aujourd'hui, on est en train de faire des tests, mais on peut imaginer qu'à terme, il y aura de l'hydrogène qui circulera dans nos réseaux. Donc, là aussi, on prépare à l'avenir. Donc, un distributeur comme GRDF,
historiquement, on distribuait du gaz fossile. Vous voyez là, de plus en plus, ce sera du gaz vert. Demain, ce sera aussi de l'hydrogène. Un autre point sur le décret tertiaire, ce qu'il faut bien retenir, et ce qu'on vous avez mis aussi dans l'invitation, c'est qu'on a possibilité de vous épauler, vous accompagner, notamment sur l'identification de cette fameuse année de référence. Là, M. Vallet en a beaucoup parlé. N'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, on a des historiques à votre disposition. Je sais que les fournisseurs aussi proposent des historiques, mais ça peut vous aider. Et on voit bien qu'à travers les rendez-vous qu'on fait, a priori, ça apporte une aide précieuse. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous. On les tient à votre disposition. On a la possibilité de revenir sur 10 ans. Donc là, ça colle parfaitement par rapport au décret tertiaire. Et je voudrais dire aussi un dernier point. Bon, on sait que l'actualité est très très riche actuellement sur l'énergie. On parle des grosses fluctuations, de la flambée des prix de toutes les énergies. On parle du gaz, mais il y a aussi l'électricité. Toutes les énergies sont concernées actuellement. Il y a beaucoup de spéculation et ça se joue à l'échelle mondiale. Quand on raisonne un petit peu, quand on raccroche un peu les wagons avec le décret tertiaire, on voit bien que là aussi, ça peut investir sur le bâti, et c'est ce que disait tout à l'heure Fabrice. Effectivement, ça peut être aussi une réponse, ou du moins une façon d'aborder ce décret tertiaire en disant, bon, bah, finalement, si par quel bout je dois prendre ce truc-là, bah, effectivement, investir sur le bâti, ça permet de réduire les consommations et aussi se mettre d'une certaine manière à l'abri un peu des fluctuations de tarifs. Voilà ce que je voulais dire un peu en guise de conclusion. J'en profite quand même pour remercier toute l'équipe GRDF, Webikeo, et tout particulièrement M. Vallet, qui nous a fait la gentillesse d'être avec nous ce matin et de témoigner avec beaucoup de pragmatisme sur leur expérience, et encore un grand merci. Et écoutez, je vous propose de conclure là. Bonne fin de journée à tous, et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir autour d'un webinaire ou autour d'une réunion physique, à l'occasion de traitement d'une nouvelle thématique. Bonne journée, bonne fin de semaine à tous. Au revoir à tous. À bientôt, à votre disposition. Au revoir. Au revoir.